que Internet a permis à énormément de femmes et de filles de tisser des liens. Il suffit de regarder les forums de discussion spécialisés sur les femmes sur différents sites que je ne vais pas citer ici aujourd'hui pour voir à quel point les femmes ont besoin de se confier sur des expériences partagées et sur des choses qu'elles vivent et qui sont parfois tabous, qu'elles aient trait à la maternité, à la grossesse, à l'accouchement, au travail, mais aussi, on l'a vu récemment avec MeToo, aux violences sexuelles. Finalement, MeToo, c'est un partage d'expériences, plein de femmes qui, au même endroit, au même moment, à des endroits différents de la planète, partagent une même expérience similaire et trouvent finalement une forme de solidarité dans ce partage d'expériences sur le numérique. C'est un bonheur de parler de ce sujet ensemble ce matin. Je m'appelle Alice, je suis présidente et cofondatrice de The Family, cette jolie maison qui vous accueille. Pour cette matinée. Alors, juste 2 mots. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ensemble avec l'UNICEF ? Parce que je crois qu'on partage la même mission dans le fond, mais on y va avec d'autres moyens. À The Family, on accompagne des gens qui rêvent, des gens qui ont de l'ambition et qui ont envie de créer des solutions pour d'autres. Et ces gens sont des entrepreneurs du numérique. Ça fait 7 ans. J'ai cofondé The Family avec 2 associés, Nicolas Collin et Oussama Hamar. Et on a vraiment fondé notre accompagnement sur de l'éducation. Donc on fait beaucoup d'événements comme celui-ci. On les filme, on les met en ligne. Et ce sont plus de 7 millions de vues, de vidéos assez longues, où on parle de business model. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Et néanmoins, ça a acculturé plein de gens qui voulaient apprendre l'entrepreneuriat depuis chez eux. Et ensuite, ces gens candidatent, on travaille ensemble et si ça marche bien, alors on prend 5% des boîtes qu'on accompagne. Donc il y a des choses qui comptent chez nous et notamment cet alignement d'intérêts. On pense que c'est très important qu'on grandisse au même rythme que nos entrepreneurs grandissent. Alors, vous avez la big picture de The Family, faites comme chez vous, vous êtes à la maison. Il y a un sujet à The Family, c'est que parmi les 600 entrepreneurs qu'on a accompagnés, malheureusement, seulement 5% ont des femmes CEO, présidentes. Ça fait très, 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 très peu. Donc, c'est un sujet que j'ai pris à cœur. Depuis plus d'1 an, on organise des programmes qui sont dédiés. Parce que je crois qu'on a besoin de programmes dédiés pour les femmes. Et je ne pense pas que ce soit une solution de long terme, mais je pense que c'est un peu comme le protectionnisme éducateur de Schumpeter. C'est pendant un temps, on va apporter une solution, le temps du rattrapage. Voilà, donc tous les samedis, ici, il y a 50 femmes qui apprennent à entreprendre. Il y a une babysitter, ça s'appelle Gold Up. Et c'est un des nombreux programmes qu'on a créés pour les femmes. J'aimerais accueillir sur scène le directeur général de l'UNICEF qui va nous raconter le programme de toute la journée. Monsieur Lyon, bienvenue. Et ensuite, évidemment, il passera la parole à Madame Marlène Schiappa qui nous fait l'honneur d'être ici ce matin et qu'on remercie très chaleureusement. Bonjour à tous et tous, merci beaucoup Alice, merci The Family pour votre accueil chaleureux. Chaleureux, c'est le mot, je pense, parce que tout le monde est bien parti là ce matin. Une journée très importante pour l'UNICEF, pour nous toutes et nous tous réunis ici aujourd'hui. Journée de la fille. Et on a choisi aujourd'hui de parler du défi dans un monde numérique, dans un monde digital. Bon, ça vous a pas échappé, le numérique a transformé nos vies. Si j'en juge par le nombre de portables qui sont braqués sur moi aujourd'hui, je crois qu'on peut confirmer que c'est bien le cas. En 2017, l'UNICEF fait tous les ans un très grand rapport sur la situation des enfants dans le monde. C'est notre rapport un peu de référence. On est une organisation de référence sur les enfants. Et en 2017, on a parlé de ça. On parlait des enfants dans un monde digital. Allez le regarder, ce rapport, il est intéressant, il est disponible en ligne. Si vous cherchez des ressources sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant dans un monde digital, ce rapport est très bien fait. Ce rapport nous disait la chose suivante. Il nous dit qu'aujourd'hui, il y a 71% des enfants, des jeunes, de 15 à 24 ans, qui sont connectés, qui sont en ligne, à l'échelle mondiale. C'est énorme pour un usage numérique qui ne s'est développé que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. On mesure un peu la profondeur de cette transformation. La classe d'âge des 15-24 ans, c'est la classe d'âge la plus connectée de toutes.
La moyenne de connexion, c'est à peu près 50%. Donc il y a une personne sur deux au monde qui est connectée à Internet. Mais pour les 15-24 ans, c'est 71%. Évidemment, ça a complètement transformé la vie de milliers de jeunes et d'adolescents, cette technologie numérique. Et ce qu'on va essayer de faire tous ensemble ce matin, c'est de regarder un peu quelles conséquences ça a. Évidemment, on pense que ça a beaucoup d'opportunités, et on va beaucoup discuter de ça ce matin. Parce qu'être connecté, ça donne un accès à de l'éducation, à de la culture, à une ouverture aux autres. Bref, c'est une ouverture sur le monde qui est incomparable, et on va avoir beaucoup d'exemples de ça ce matin. Et puis on pense aussi à un certain nombre de défis et de risques qui sont liés à l'usage de cette pratique. Mauvaises rencontres, évidemment, harcèlement, cyberharcèlement, c'est un sujet qui est beaucoup dans les têtes et dans les discussions aujourd'hui. Mais aussi, et ça c'est un sujet qui nous préoccupe particulièrement à l'UNICEF, la fracture numérique, la fracture que ça provoque d'avoir un accès au numérique qui est pas le même pour tous. Alors la question que moi je me pose et puis que je nous pose à nous tous et à laquelle on peut essayer de répondre ce matin, c'est est-ce qu'on pense que le numérique c'est vraiment une chance et que ça va aplanir les inégalités, ou est-ce que c'est simplement le révélateur d'inégalités qui existent déjà et malheureusement ça pourrait ne faire que les renforcer? Voilà une question qu'il faut qu'on se pose et à laquelle il faut qu'on essaye de plancher tous ensemble. Un point aussi pour dire que, pour rester dans cette logique de se demander s'il n'y a pas des inégalités qui se renforcent malheureusement avec le développement des usages numériques, c'est la situation qu'on regarde entre garçons et filles. Et on voit qu'aujourd'hui, les garçons sont plus connectés que les filles. Il y a 12% d'écart entre les garçons et l'accès à Internet entre les garçons et les filles. Et ça nous pose question aussi. Et on voudrait voir comment, avec tous les exemples et toutes les discussions qu'on va pouvoir ce matin, comment est-ce que les filles peuvent rattraper le mouvement ou simplement avoir plus d'accès aux technologies numériques et aux chances qu'elles offrent. Alors, je vais en terminer avec cette introduction, et avant de passer la parole à Marlène Schiappa, je voudrais simplement vous signaler plusieurs initiatives. Une initiative, vous vous demandez peut-être que fait l'UNICEF en fait par rapport à ces difficultés. Donc je voudrais simplement vous citer un programme qui est juste à titre d'exemple, mais ça me permet de vous présenter Zara qui est dans la pièce, qui est une de nos collègues d'UNICEF Mauritanie. Et en fait en Mauritanie on est en train de lancer un programme pour autonomiser les adolescentes et les jeunes filles, renforcer leur éducation et leur donner accès en fait aux technologies numériques. C'est un programme qu'on va lancer l'année prochaine. Si vous êtes dans la pièce, que vous avez envie de financer ce programme, de soutenir ce programme, n'hésitez pas à voir Zara. Zara, est-ce que tu pourrais lever la main, s'il te plaît? Comme ça, tout le monde sait où tu es. Elle est là, c'est elle. Donc, allez la voir autour des pains au chocolat. Elle pourra vous parler de ce mécanisme. Et ce mécanisme, ce projet, il est super intéressant aussi parce qu'on le fait en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Et pour chaque euro qu'on va collecter pour ce programme, le ministère va abonder à hauteur de 1 euro. Donc, il y a un effet multiplicateur des dons qu'on va pouvoir collectés autour de ce programme pour l'éducation des filles en Mauritanie. Madame la ministre, Madame la secrétaire d'État, je ne sais plus comment il faut vous appeler, Marlène Schiappa en tout cas, c'est à vous. Je reprendrai la parole après pour vous dire un peu comment se passe la matinée. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce matin. Marlène Schiappa, c'est à vous. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici à The Family avec l'UNICEF et avec vous toutes et vous tous. Moi, je voudrais vous dire quelques mots simplement sur le sujet qui nous anime et qui nous rassemble aujourd'hui, qui sont donc ces regards croisés entre l'innovation et les filles, et particulièrement avec un focus également sur l'Afrique. D'abord, moi, je crois profondément que l'innovation, le web, les nouvelles technologies, le digital, le numérique, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est vraiment profondément un outil d'émancipation pour les femmes de façon générale. D'abord parce que je crois que ça donne un accès à la connaissance, mais aussi un accès à l'activité professionnelle. Il y a énormément de femmes qui seraient restées des mères au foyer ou des mères ou des femmes sans emploi, sans le numérique, mais qui ont pu trouver un emploi digital, soit en télétravail, soit en créant leur propre activité avec Internet depuis chez elles et en s'émancipant de la sorte et en trouvant bien finalement une place dans la société et en ayant une place surtout dans l'économie à cet égard. Mais je crois aussi que c'est un formidable accès de sororité. Moi, je défends fermement cette valeur et une forme de solidarité entre les femmes. Et je pense que Internet a permis à énormément de femmes et de filles de tisser des liens. Il suffit de regarder les forums de discussion spécialisés sur les femmes sur différents sites que je ne vais pas citer ici aujourd'hui pour voir à quel point les femmes ont besoin de se confier sur des expériences
expériences partagées et sur des choses qu'elles vivent et qui sont parfois tabous, qu'elles aient trait à la maternité, à la grossesse, à l'accouchement, au travail, mais aussi, on l'a vu récemment avec MeToo, aux violences sexuelles. Finalement, MeToo, c'est un partage d'expériences, plein de femmes qui, au même endroit, au même moment, à des endroits différents de la planète, partagent une même expérience similaire et trouvent finalement une forme de solidarité dans ce partage d'expériences sur le numérique. Et donc je pense que l'usage, les femmes en tant qu'utilisatrices des nouvelles technologies, c'est véritablement quelque chose qui a pu apporter une forme d'émancipation et une forme d'ouverture et a été donc très positif vis-à-vis d'énormément de femmes. Je mettrai un bémol évidemment sur la question des réseaux sociaux parce que je crois que les réseaux sociaux sont à la fois un outil formidable de prise de parole. Il y a énormément de gens à qui on n'aurait pas donné la parole sans les réseaux sociaux et moi j'en fais partie puisque j'ai pris la parole sans qu'on me la donne en créant un blog sur la maternité et le travail et en m'exprimant sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que j'ai pu créer une association et ensuite rentrer en politique d'abord comme élu local et ensuite en m'engageant dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron et en étant nommée au gouvernement. S'il n'y avait pas Internet, à l'heure à laquelle je vous parle, probablement, je serais chez moi en train de regarder Amour, gloire et beauté, ce qui n'est pas inintéressant, mais quand même, je préfère être avec vous. Donc, je pense que véritablement, il y a une opportunité, mais il y a aussi un bémol, comme je disais, sur les réseaux sociaux, avec tous les phénomènes de cyberharcèlement qui existent et qui touchent majoritairement les femmes, les filles et toutes les personnes de minorité. Il y a une étude américaine qui est sortie il y a quelques mois de ça, qui dit qu'environ toutes les 7 secondes, en ligne, une femme de couleur noire est insultée sur Twitter. Je pense que ce chiffre, il est énorme et il nous montre à quel point, justement, le combat qu'on peut mener dans la vie réelle pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour l'inclusion, pour la diversité, il trouve parfois ses limites sur les réseaux sociaux parce que, certes, on peut être anonyme, on peut être considéré pour ce qu'on est et pas ce à quoi on ressemble, mais on peut aussi trouver là un vecteur de harcèlement et c'est la raison pour laquelle nous avons voté l'année dernière une loi contre le cyberharcèlement en meute, qui est désormais punie par la loi, mais aussi une loi, dite loi Avia, contre la haine en ligne et contre ces propos de haine. Et je le répète, les jeunes filles en sont les premières victimes et c'est absolument primordial. Je crois que l'innovation, c'est aussi un enjeu d'émancipation partout dans le monde. Il y a une dizaine d'années de cela, j'étais au Sénégal, dans la région du lac Tiaroy, du lac Rose, pardon, et j'ai pu rencontrer un certain nombre de femmes qui, avec un programme de l'UNESCO, font des cours d'alphabétisation grâce à des téléphones. Et grâce à des téléphones, elles peuvent apprendre justement à écrire et elles peuvent avoir un certain nombre d'outils très forts. Et je sais que l'UNICEF développe également énormément de programmes d'éducation des filles qui permettent justement, par les nouvelles technologies, de pouvoir s'émanciper. Mais je crois que là encore, il ne faut pas faire dans l'angélisme. Et ce qui était expliqué tout à l'heure sur la faible part de femmes dans l'entrepreneuriat, ça se retrouve dans l'innovation. On voit que même dans des pays, parce que très souvent on explique que c'est difficile en Afrique, il faut soutenir les filles, etc. Honnêtement, en matière d'intégration des filles dans la programmation informatique, la France n'a pas tellement de leçons à donner, et aucun pays européen. GenderScan, une étude, nous montre que l'intégration et l'orientation des filles dans les filières scientifiques et technologiques, elles baissent dans les pays d'Europe année après année. Et c'est donc un sujet de préoccupation majeur. Il y a une responsabilité là, de l'orientation des jeunes filles. Je crois qu'il y a aussi une responsabilité des parents. Je vais vous raconter une histoire et je m'excuse auprès de la députée Céline Calvez qui l'entend pour la 3e fois, mais ça m'a profondément marquée en tant que maman. J'ai 2 filles, une qui a bientôt 13 ans, une qui a 7 ans, et j'ai inscrit mes 2 filles à des cours de programmation informatique pendant les dernières vacances scolaires. Ma fille aînée, c'était la seule fille. Il y avait 11 garçons et une fille. Et j'ai pas compris pourquoi. J'ai demandé aux parents de ses copines, mais pourquoi vous n'avez pas inscrit vos enfants à ce cours de code? Et tous les parents m'ont répondu « Ah, mais en fait, on croyait que c'était pour les garçons. » Ou alors « Ah, mais on croyait qu'il y aurait que des garçons. » Et comme on a pensé qu'il y aurait que des garçons, on n'a pas inscrit notre fille. Mais si on commence à penser comme ça et dire dans cette école d'ingénieur, dans ce cours de programmation informatique, il n'y aura que des garçons, donc on ne va pas inscrire de filles, on s'en sort pas. Et en revanche, ma fille cadette, elle, il y avait autant de filles que de garçons. Alors je me dis quand même, c'est pas une différence en termes de génération, parce qu'il y en a une qui a 13 ans, il y en a une qui a 7 ans, c'est pas une différence de génération. Je vais demander aux parents des petites filles, qu'est-ce qui vous a fait un déclic pour l'inscrire? Est-ce que vous n'êtes pas dit, il y aura trop de garçons, etc. Et les parents m'expliquent que sur le formulaire d'inscription, il y avait des Lego Friends, donc des Legos qui sont roses et violets, et que donc ils se sont dit que potentiellement c'était un cours qui était également ouvert aux filles. Ça nous montre à quel point nous, parents, éduqués, militants, etc., on est aussi pétris de ces stéréotypes, et à quel point les parents peuvent être aussi des freins sur l'orientation
des jeunes filles sur ce sujet-là. Et donc pour y remédier, le gouvernement a confié une mission à Chiara Corazza, la directrice générale du Women's Forum, sur l'orientation des filles vers les STEM et vers les filières digitales et numériques. Et cette mission, elle va devenir une loi, la loi pour l'émancipation économique des femmes, qui sera portée en 2020 avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, pour soutenir justement les femmes à cet égard. Mais je pense que derrière l'orientation, il y a aussi une question d'envie. Et je pense que l'envie, le plaisir, c'est quelque chose qui est hyper important. Et je pense qu'expliquer aux petites filles, aux jeunes filles que les métiers du digital sont des métiers qui vont être très bien payés, dans lesquels elles sont sûres de trouver un job, c'est super. Je pense qu'il faut aussi leur expliquer qu'elles vont s'éclater et qu'elles vont en fait inventer le futur et inventer finalement demain et créer des innovations par ce biais. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extraordinairement enthousiasmant. C'est en tout cas ce qu'on veut porter dans le cadre du forum Génération Égalité, qui sera organisé à Paris en juillet 2020, sous l'égide de ONU Femmes. C'est un forum qui a lieu tous les 25 ans. La dernière fois, c'était il y a 25 ans, donc à Pékin. Et là, la France est très fière de l'organiser sous l'égide d'ONU Femmes. Et ça va réunir toutes les activistes féministes de tous les pays du monde. Et on vous espère nombreuses et nombreux parce qu'il y aura un focus important sur les filles et les femmes dans le digital, dans les nouvelles technologies, parce que je crois que c'est vraiment un sujet dont on doit s'emparer encore plus fortement. Je pense que pour s'emparer de ce sujet, on doit également lutter contre une forme de broculture. Il y a énormément de livres et d'articles qui ont été écrits sur ce sujet-là. Je crois que l'innovation, c'est vraiment le propre de tout ce que l'Institut Catalyst appelle les normes masculines du pouvoir. C'est-à-dire on est là à la conquête d'un nouveau territoire et c'est absolument pas ce qu'on enseigne aux petites filles. Il y a énormément de sociologues qui ont étudié les comportements des petites filles et des petits garçons dans la cour de récréation, par exemple, et qui montrent que les petits garçons sont fortement encouragés à aller à la conquête de nouveaux territoires, donc ensuite plus tard à la conquête de nouveaux marchés, à la conquête d'innovation, en faisant des ballons prisonniers, des jeux, en occupant tout l'espace de la cour, quand les petites filles sont plutôt encouragées à faire des jeux assez délimités, par exemple la marelle, où on fait quand même le tour de l'endroit où on va sortir, ou l'élastique, où symboliquement on a quand même juste les pieds attachés pour nous montrer qu'on ne doit pas sortir, et c'est vraiment un jeu de bonne perdante, la marelle, où on apprend à perdre en fait, on apprend à jouer, à sauter, à dire « Ah, j'ai perdu, tiens, c'est ton tour », etc. Comme l'a démontré Blandine Métayer, une activiste sur ces sujets-là. Et donc je pense qu'il y a toute une éducation et toute une implication, à la fois avec un rôle de l'éducation, un rôle des parents, un rôle des acteurs associatifs, et puis un rôle des jeunes eux-mêmes et elles-mêmes, et c'est ce qu'on verra dans le cadre du forum Génération Égalité. Moi je crois que cette nouvelle génération de jeunes filles qui arrive, elle est... Moi, je suis très, très confiante en fait et très pleine d'espoir parce que quand je vais dans des lycées ou dans des facs et que j'entends parler des jeunes filles et des jeunes hommes, j'ai le sentiment que cette génération est beaucoup plus ouverte à la réalité des inégalités femmes-hommes qu'on l'était nous à leur âge. Quand j'entends ma fille de 13 ans parler et débusquer le sexisme, l'homophobie, le racisme dans les petites choses du quotidien, y compris dans des choses que je peux dire ou faire moi-même, ça m'enthousiasme parce que je me dis qu'on a une génération qui arrive, qui va rien laisser passer, et une génération de filles qui va prendre sa place sans forcément la demander, mais qui va simplement s'asseoir à la table et la prendre, et je trouve ça très positif. Et pour faire un focus sur notre action au niveau de l'Afrique, vous savez que le président de la République a un engagement très fort, notamment sur l'Afrique et sur la région du Sahel. Et dans le cadre du G7, nous avons engagé un dispositif qui s'appelle AFAWA, avec la Banque africaine de développement, qui vise à lever des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes filles dans les pays d'Afrique. Non pas pour se dire, comme on a pu faire dans le passé, il faut les aider. L'idée, c'est pas de les aider, l'idée, c'est d'investir. Parce qu'on considère que c'est un potentiel économique incroyable et qu'il y a un dynamisme en Afrique au niveau des femmes et au niveau du digital qui est insoupçonné dans beaucoup de pays d'Europe. J'ai pu me rendre au Burkina Faso et visiter des incubateurs féminins et énormément d'endroits dans lesquels il y a plein de femmes qui sont en train d'inventer le monde de demain. Et je pense que c'est véritablement une chose juste à faire, mais surtout une chose intelligente à faire, que d'investir sur les projets qui sont portés par ces jeunes femmes. Donc j'en ai fait un axe majeur du G7 égalité femmes-hommes. On a pu rencontrer des entrepreneuses de pays d'Afrique ou qui travaillent en Afrique, en France avec l'Afrique. Et c'était extrêmement enthousiasmant pour l'ensemble des ministres du G7 qui se sont mobilisés sur ce sujet-là. Voilà, pour moi, je pense que c'est un engagement véritablement fort, à la fois du président de la République, mais aussi du gouvernement. Et en tout cas, au-delà d'un engagement, au-delà d'un investissement, c'est vraiment un soutien avec le cœur, parce que je pense que c'est une question d'égalité entre les filles et les garçons, de soutenir les filles dans le numérique partout dans le monde, mais c'est aussi une question de performance économique. Il y a des secteurs qui sont entièrement féminisés,
La santé, sanitaire et sociale, services à la personne, mode, beauté, c'est pas des clichés, c'est des statistiques. En termes de chiffres, ces secteurs-là, ils sont majoritairement occupés par des femmes. Et si les femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas formées, ne vont pas dans les cours de programmation informatique, ça veut dire qu'il y a des pans entiers de l'économie qui vont passer à côté de la transition digitale. Et ça sera un gros manque à gagner, non seulement économiquement pour nos pays, mais aussi un manque à gagner et un manque d'intelligence en termes d'innovation. Si on prend la question, par exemple, des aidants familiaux, en fait, il y a 15 ans qu'on aurait dû avoir des innovations technologiques sur les aidants familiaux. Et en fait, les premières innovations technologiques commercialisées, elles arrivent sur le marché uniquement maintenant. Et la plupart, en plus, sont portées par des hommes. Pourquoi ? Pas parce que les femmes n'ont pas eu l'idée, mais parce que les femmes de cette génération-là n'ont pas été formées dans sa jeunesse au digital. Donc je pense qu'il y a là des enjeux majeurs de soutien des jeunes filles et d'attractivité des jeunes filles dans les filières du digital. Et je sais que vous vous y employez toutes et tous ici aujourd'hui, donc je vous souhaite une très bonne suite de journée de débat avec UNICEF et avec The Family. Merci encore de tout cœur pour cette initiative formidable et pour tout ce que fait l'UNICEF par ailleurs. Et un grand merci à The Family de nous accueillir dans ce magnifique décor aujourd'hui. Merci à vous.